Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel, édition 2021. Le Forum du patrimoine est organisé par Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Dans notre secteur, la transmission des savoir-faire est essentielle pour la sauvegarde des bâtiments comme pour celle des métiers. Elle est assurée aujourd'hui par de nombreux et divers acteurs qui doivent répondre à une forte demande sur le terrain. Je reçois ce matin 3 de ces acteurs. Je me tourne à ma gauche, Monsieur Benoît Melon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école de Chaillot et architecte du patrimoine. Tout à fait. À vos côtés, Monsieur Yann de Carnet. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes président du GMH, le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Exactement. Merci. Et Monsieur Philippe Tourtebat. Bonjour. Vous êtes formateur aux Maisons Paysannes de France. Oui. Merci tous les 3 de votre venue. Peut-être pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que l'une des spécificités de la formation au métier du bâti ancien, c'est qu'elle est assurée en partie par des professionnels qui s'engagent pour former les jeunes et parfois des moins jeunes aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, chacun peut-être pour votre structure ? Alors je vais commencer. L'école de Chaillot s'adresse à des professionnels. C'est-à-dire que ce sont à chaque fois des architectes qui ont déjà une expérience et qui décident de se lancer dans le patrimoine. Alors, la plupart du temps, ils ont déjà un peu d'expérience aussi dans le domaine du patrimoine, mais pas toujours. Ensuite, les études durent 2 ans, 2 jours, tous les 15 jours. Ça s'adresse à des gens qui ont plutôt la HMONP, vous savez, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est fait pour former des gens qui vont faire de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on est des praticiens. J'insiste parce que mes collègues ici présents vont insister sur cet aspect. Je crois qu'il y a une continuité très forte entre ce que l'on apprend à Chaillot et la pratique des métiers, comme vous le faites sur les chantiers. Et donc la formation est assurée en partie par des professionnels ? Ah oui, tout à fait. Elle est assurée par des architectes en chef, des chefs d'entreprise, des artisans, des membres d'associations parfois, des métiers complémentaires qui, réunis tous ensemble, forment un bouquet et permettent justement d'offrir le meilleur à nos élèves. Comment ça se passe pour les entreprises ? Alors pour les entreprises, en fait, le cursus pour les gens qui veulent travailler dans les métiers du patrimoine pour les entreprises, en général, ce sont alors des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui vont suivre une formation, par exemple de type CAP pendant 2 ans, pour beaucoup en alternance. Donc on acquiert une formation théorique avec des professeurs en CAP, par exemple, et derrière, c'est important de pouvoir être accompagné par des professionnels pour rencontrer, on va dire, le terrain, rencontrer la matière, les problématiques, dans le sens positif du terme, les enjeux du chantier et qu'on puisse transmettre la technicité, le savoir-faire de nos professionnels. Ensuite, la recommandation qu'on a, c'est de basculer, si on se rend compte qu'effectivement le métier du patrimoine passionne l'élève, de basculer sur un brevet professionnel. Là encore, on est souvent sur de l'alternance, Et donc là encore, le jeune va approfondir, on va dire, le métier qu'il souhaite développer, tailleur de pierre par exemple, décorateur ou autre, et se spécialiser avec un diplôme monument historique, donc un BPMH, où il aura passé donc 2 ans plus 2 ans avec une alternance école et entreprise. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas bâcler cette période de formation, c'est-à-dire qu'on a certains CAP qui proposent des formations en 1 an. Dans le domaine du patrimoine, c'est trop court. Et souvent, les jeunes se rendent compte, après avoir fait ce CAP en 1 an, qu'ils ont raté quelque chose. Donc, on est sur des formations, en fait, entre le temps d'école et ensuite la pratique du terrain, où il faut 10 ans pour qu'un ouvrier, on va dire, du patrimoine, des monuments historiques, soit complètement autonome. C'est très long. Donc, dans le temps long. Voilà, donc il faut pas essayer d'aller plus vite que la musique et de bâcler, on va dire, le départ, parce qu'ensuite on n'a pas les bases et ça sera plus long. Voilà. Merci. Et pour vous, Monsieur Philippe Tourtebat ? Alors pour Maisons Paysannes, depuis 2019, on a une section pour la formation professionnelle. Donc il y a à peu près 12 formateurs qui sont issus du monde professionnel du patrimoine, surtout des artisans.
des architectes également, des maîtres d'œuvre aussi, il ne faut pas les oublier, et donc des passionnés du patrimoine, je dirais. Et donc on fait à peu près une vingtaine de formations et on s'appuie sur le réseau de maisons paysannes de France, c'est-à-dire il y a un délégué par département. Donc on offre une formation complémentaire, surtout sur la connaissance des matériaux, l'amélioration thermique du patrimoine bâti et la phase diagnostique. Donc le diagnostic, bien sûr, avec la connaissance des matériaux, c'est quelque chose de très important. Donc il y a une personne qui s'appelle Fanny Bouvier, qui est disponible en permanence, qui s'occupe en permanence du système de formation professionnelle, parce que bien sûr on a aussi tous les aspects réglementaires qui sont abordés. Et bien sûr on est datadocké et en cours de certification Calliope. Merci. Quels sont les profils un peu de ces étudiants, de ces personnes que vous recevez en formation? Et est-ce que ce sont des formations qui plaisent? Les gens viennent vers ces types d'apprentissage? Je peux commencer. Je pense qu'il y a un réel attrait. Alors, à la fois sur, je dirais, une partie un peu pensante des architectes, hein, ces concepteurs, donc sur une partie un peu théorique, je pense qu'il y a un réel attrait. On a, pour vous donner une idée, d'année en année, une progression au concours d'entrée du nombre d'inscrits. On avait cette année 157 inscrits. Il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était 120. Donc il y a une légère progression, ce qui est pas mal avec le Covid, parce que c'était une période difficile, mais qui permet de montrer aussi qu'il y a vraiment un attrait avec des gens qui sont très pointus. C'est-à-dire qu'ils ont préparé leur affaire, et quand ils viennent à Chaillot, ils ont déjà pas mal dessiné, pas mal préparé dans les agences, et ils viennent un peu affûtés, on va dire. Pour les entreprises du GMH, alors aujourd'hui, pour vous donner un ratio, en fait, donc c'est 10 000 salariés, 1000 apprentis. Donc on va dire que voilà, la voie qui mène chez nous, c'est l'apprentissage. Alors les profils, on a des jeunes, mais on a aussi des moins jeunes qui viennent en reconversion. On est sur des métiers de plein emploi. Donc aujourd'hui, on recherche il faut le dire. Des jeunes. Voilà, on recherche des jeunes et des moins jeunes. En tout cas, des gens qui ont la passion. Ce qui est formidable que dans les profils qu'on rencontre, on en a, comme je disais, pas assez. Par contre, on a en général des gens qui ont envie. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire des gens qui ont mûri, qui ont regardé, des fois qui sont passés sur des filières plus générales, c'est-à-dire de la construction, pas monument historique, et qui ont pu croiser, on va dire, des expériences dans le monument historique, ou des jeunes qui ont eu de la famille, qui ont travaillé dans le domaine des monuments historiques et qui ont envie d'approfondir. Voilà. Ou des gens en reconversion professionnelle qui se sont dit, j'en ai embauché deux récemment dans mon entreprise, qui ont eu envie à 40 ans de rentrer dans le domaine du monument historique, qui ont fait une formation sur le sujet et qui sont maintenant dans l'entreprise et qui sont passionnés. Donc on a vraiment c'est une affaire de passionnés et de passion. Et ça, c'est une très bonne chose, effectivement. C'est toujours un plaisir de pouvoir entendre tous ces passionnés parler de leur métier. Pour vous, Monsieur Tourtebat? Alors, le public est très disparate. En réalité, on a des architectes qui veulent se perfectionner. On a des artisans qui veulent se perfectionner. On a nos formateurs qui veulent se perfectionner parce que nos formations, on les fait en binôme. C'est-à-dire celui qui sait mieux que l'autre, entre guillemets, hein, on ne sait pas tout, hein, on se considère toujours comme des apprentis, mais va aider celui qui sait le moins. Et ça, on fait donc des formations, il y a une interactivité qui est très importante sur des chantiers, sur des sites, vraiment sur le terrain. 50% de notre temps de formation, c'est une activité sur le terrain. Donc les publics sont très variés. On a également beaucoup de prescripteurs, mais je dirais le point commun actuellement à tous ces publics, c'est l'amélioration thermique du patrimoine bâti. Bon, Maison Paysanne s'occupe un petit peu plus des maisons du patrimoine rural. Alors, moi, pas moi, mais Maison Paysanne, moi aussi, je ne fais aucune distinction au niveau du patrimoine entre un monument historique ou un lavoir ou un puits. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Il y a un terme que j'aime pas beaucoup, c'est le petit patrimoine. Il n'y a pas de petit patrimoine pour moi, ça forme un tout. Si une église monument historique, elle est défigurée par son environnement,
automatiquement, on perd une page importante de notre histoire. Donc on a aussi beaucoup d'organismes publics ou parapublics, les agences d'amélioration pour l'énergie, pour l'habitat. Donc là aussi, il y a une demande très forte parce que ce sont des gens qui sont confrontés à des problématiques patrimoniales et ils n'ont pas été spécialement formés pour ça. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser à tous les trois. J'ai l'impression que dans ces formations, ce qui est important, c'est de connaître la matière, de connaître des mises en œuvre. Ce sont des savoir-faire qui sont plus pratiques que techniques. Enfin, il y a de la théorie, bien sûr, mais il y a un grand aspect pratique dans la formation. Il faut toucher la matière, il faut aller sur site. Comment est-ce que ça se déroule dans la formation ? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on forme des architectes. Oui. Donc, c'est-à-dire des gens qui doivent avoir, comme on le disait précédemment, une vision globale, large, qui ne sont pas des artisans, donc qui ne connaissent pas forcément tous les détails du métier, mais qui doivent en avoir une bonne connaissance pour être capables de diriger un chantier. Le but, ce qu'on demande à un architecte, c'est d'être capable de diriger un chantier, bien entendu. Donc, de discuter avec un maître d'ouvrage, d'être capable de comprendre son programme, de l'adapter aux monuments, qu'ils soient grands ou petits, que l'on a entre les mains, et puis ensuite de concevoir un certain nombre de travaux et puis les exécuter. L'architecture, c'est l'exécution. Sinon, ça reste du dessin. Donc, pour savoir si après il y a une spécialisation, enfin s'il y a c'était ça le sens de votre question. Une pratique de terrain. Pratique de terrain. C'est une des orientations qu'on a développées dans le nouveau DSA qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être trop d'enseignement théorique à Chaillot, encore qu'on a un atelier sur site qui permet de développer cet apprentissage de la pratique, mais on a essayé de le renforcer, et c'est pour ça que par exemple l'atelier sera sur 2 ans et sera vraiment le lieu de l'apprentissage de tout ce que l'on apprend à Chaillot, aussi bien les descentes de charge que l'histoire ou que les techniques particulières d'un métier ou d'un autre. Alors, pour compléter effectivement du côté entreprise, vraiment la base et l'ADN des entreprises qui travaillent dans le patrimoine, c'est la transmission du savoir-faire. Depuis des siècles et des siècles, on était auparavant sur la transmission, j'allais dire à la fois orale et pratique, des compagnons bâtisseurs, qu'on soit sur des charpentiers, des décorateurs, des maçons, qui transmettaient leur savoir-faire à des apprentis. Tout le monde n'était pas apprenti tout de suite. D'ailleurs, il fallait, avant même d'être apprenti, c'est-à-dire avoir fait ses preuves. On ne devenait pas apprenti juste en venant, en disant « je suis là pour apprendre ». Il fallait d'abord faire ses preuves sur le terrain, en touchant la matière, et le compagnon, le maître, regardait le potentiel apprenti pour se dire « ok, toi tu vas être capable, donc tu vas passer apprenti ». Donc ça rejoint ce que vous disiez en disant « on a besoin d'avoir des gens qui viennent toucher la matière, qui viennent pratiquer pour ensuite pouvoir transmettre. Parce qu'effectivement, on est sur des pratiques manuelles, en tout cas côté entreprise. Il y a de la théorie, c'est-à-dire qu'il faut savoir calculer, il faut savoir, pour certains, dessiner, il faut savoir concevoir. Pour des charpentiers aussi, des calculs de reprise de charge ou des choses comme ça. Donc il y a un aspect aussi nécessairement scolaire, on va dire, d'apprentissage, et puis sur des essences de bois, par exemple, des choses comme ça. Et derrière, la pratique est extrêmement importante, donc c'est la base. Et à chaque fois, alors, que ce soit sur le patrimoine ou les monuments historiques, ce qui fait l'intérêt de nos métiers et la passion aussi des gens qui travaillent dans ce domaine-là, et je crois que c'est la même chose pour les architectes, c'est qu'à chaque fois, on est sur des moutons à 5 pattes. Donc quand je disais il faut 10 ans pour être vraiment autonome, c'est 10 ans pour pouvoir se dire tiens, je suis confronté à une problématique et d'avoir le recul en se disant quelle solution je vais trouver, comment avaient fait les anciens et pourquoi je le remettrai en cause, et de se dire s'ils ont fait ça sur un bâtiment qui a tenu pendant des siècles, humblement, c'est pas parce que j'arrive avec une connaissance, avec mes 2 ans d'études, avec mes 5 ans de formation, que je vais remettre en cause ce qui a été fait. Et je donne l'exemple justement sur... j'avais une discussion avec un bureau d'études de calcul structure qui me disait mais ce bâtiment, il ne peut pas tenir sur les calculs.
En théorie, il ne peut pas tenir. Oui, mais en pratique, ça fait 1000 ans qu'il est là, ce bâtiment. Et donc, il y a des choses que la théorie ne peut pas forcément expliquer, en tout cas tout expliquer. Et c'est sur le terrain qu'on a besoin justement de pouvoir suivre ces sujets. Et donc, que ce soit avec les architectes ou les entreprises, effectivement, à chaque fois, c'est de la découverte. Donc, il y a besoin d'aller comprendre, toucher la matière, mais aussi comprendre comment vit le bâtiment dans la globalité du bâtiment. Et même si je suis charpentier, je suis maître verrier, je suis maçon, je dois quand même avoir, et c'est là aussi où les architectes sont importants pour être en complémentarité, pour nous apporter aussi entreprise avec notre spécialité, une vision globale du bâtiment. Et donc d'apprendre par rapport à ça. Voilà. Merci. Et vous, Monsieur Tourtebat, en plus, je pense qu'il y a un aspect régional un peu, vous, sur toutes ces formations que vous Oui, il n'y a pas que l'aspect régional, mais les grandes lignes sur une formation vont être les suivantes. On cherche déjà à développer les facultés d'analyse. Ça, c'est très important, l'observation. Prendre le temps d'observer l'endroit où on va travailler, vraiment tout analyser. Et à partir de là, on passe à l'aspect tactile. Je dirais, la main, c'est le prolongement du cerveau. Donc, automatiquement, on va essayer de transmettre ou de donner les retours d'expérience sur les différents gestes de chaque métier. Et aussi, bien sûr, les matériaux qui fonctionnent avec ces gestes. Et ce qu'on ajoute, c'est maintenant la caractérisation, entre guillemets, scientifique des matériaux. C'est-à-dire, c'est très bien de savoir le geste, de savoir quel matériau on utilise, mais comment va-t-il se comporter dans le temps ? Donc ça devient une obsession chez nous parce que malheureusement, trop d'interventions sur le patrimoine ont été désastreuses. Votre initiative est là pour combler justement ces désastres et vous, en tant qu'entrepreneur et l'école de Chaillot est là justement. Mais si on recule il y a une vingtaine d'années, on était dans un état catastrophique. Donc ça, c'est très important. Donc on tire beaucoup de sonnettes d'alarme. C'est-à-dire que à l'issue de nos formations, les apprenants doivent être en faculté de se poser les bonnes questions. Déjà, se poser les bonnes questions avant de foncer tête baissée, d'appliquer des matériaux. Il y a toujours des recettes miracles, il y a toujours des vendeurs de produits miracles, mais le patrimoine, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Et la grande sensibilité du patrimoine bâti, on peut le dire, c'est l'humidité, c'est l'eau. C'est le facteur qui va nous poursuivre, aussi bien chez les charpentiers, chez les maçons, chez les tailleurs de pierre et chez les couvreurs. Je vous remercie. Peut-être pour une dernière question pour finir. Comment est-ce que cette formation évolue, sachant qu'on transmet des savoirs ancestraux ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Est-ce qu'on change aussi par rapport aux besoins de la société ? Vous avez peut-être commencé à l'évoquer un peu, Monsieur Melon, avec l'évolution du DSA. Oui, je venais de l'évoquer. Et ce que je voudrais dire, je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est la formation, il faut bien comprendre que c'est tout au long de la vie. Ce n'est pas simplement un diplôme de Chaillot ou un diplôme de ceci ou de cela. C'est tout au long de la vie, et donc ça c'est très important et nous l'intégrons à l'école en proposant différentes formules qui permettent aux jeunes diplômés, on va dire, même s'il a un certain âge, de continuer à se former tout au long de la vie. Et le deuxième point, c'est que c'est transversal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il faut à tout moment aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut compléter sa formation avec des regards multiples et ça ne s'arrête jamais. C'est toujours quelque chose en perpétuel devenir. Alors je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement on est là pour apprendre et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ces métiers, c'est justement d'être humble et d'apprendre toute sa vie. Et pour moi c'est ce qui fait l'intérêt d'un métier, enfin d'une profession au sens large. Vous parliez d'évolution de nos métiers, alors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne et quand on transmet effectivement les techniques ancestrales. Donc j'allais dire, pour un maçon, une truelle reste une truelle et pour l'instant, on n'a pas de truelle numérique. Après, effectivement, il y a certains outils, certaines technologies qui viennent un peu modifier les choses. Par exemple, on va continuer à poser de la pierre. Donc c'est pas une machine qui va poser de la pierre.
Pour autant, il y a des questions de plus en plus qui se posent, par exemple sur de la greffe numérique, c'est-à-dire sur des morceaux manquants, de pouvoir restaurer et avec un scan sur un bâtiment, de pouvoir, sur une sculpture par exemple, aller vraiment intervenir pour récupérer une pièce de la structure, la construire, des fois l'imprimer avec une imprimante 3D. Alors ça fait débat avec les architectes, effectivement, de savoir, et même des entreprises, hein, de savoir si la greffe numérique, par exemple, peut être faite ou pas, ou si dans l'esprit patrimonial. Mais néanmoins, la maquette numérique, petit à petit, commence aussi au niveau des bâtiments. Ça se fait sur des bâtiments neufs, mais sur des bâtiments patrimoniaux de plus en plus à être mis en œuvre, notamment pour assurer en fait le suivi et l'entretien d'un bâtiment, parce que sur un monument historique, je dis toujours, et c'est pas péjoratif, c'est une vieille dame, donc il faut s'en occuper tout le temps. Voilà, il faut en prendre soin, et c'est pas de faire des travaux une fois tous les 10 ans. On peut le faire, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut un entretien régulier. Et avec justement ces outils numériques, on a aussi une traçabilité pour le maître d'ouvrage, pour la maîtrise d'œuvre et pour l'entreprise, pour savoir ce qui a été fait, les matériaux qui ont été utilisés, où est-ce qu'on est intervenu précisément, les pathologies qu'il pouvait y avoir. Et derrière, quand on intervient, de ne pas tout remettre en cause, c'est-à-dire de gagner du temps, d'avoir l'historique et de ne pas faire d'erreurs. Donc le numérique s'invite de plus en plus dans nos métiers, non pas pour nous remplacer, et c'est là où certains peuvent avoir peur, c'est pas là pour nous remplacer, mais pour compléter, ou des visions avec des drones par exemple, en se disant une toiture elle n'est pas forcément accessible. Alors oui, on peut monter un échafaudage pour aller voir, mais simplement un drone peut nous aider, voilà, à gagner du temps et avoir une analyse plus précise, pour l'architecte aussi, pour la maîtrise d'ouvrage, et de ne pas partir sur un devis qui n'a rien à voir finalement avec une réalité, parce qu'on n'a pas pu aller investiguer à tel ou tel endroit. Voilà. C'est un outil de plus. Voilà, comme vous venez de le dire, ça fait partie des outils. Oui. On replace toujours l'être humain au centre de l'activité, mais ça fait partie des outils supplémentaires, tout ce qui va être informatique, numérique, que ce qui vient d'être évoqué. À ces outils-là, moi j'ajouterais aussi l'intervention dans la formation d'autres métiers qui vont sensibiliser à la perception du patrimoine, donc des métiers artistiques notamment. Donc ça, il y a cette vision. Et puis l'évolution de la formation, ce qu'on ressent, nous, c'est aussi le changement de fonctionnalité des bâtiments. Alors ça, c'est un problème qu'on a énormément de plus en plus à gérer, c'est-à-dire dans le cadre des programmes de restauration du patrimoine bâti, on change la fonctionnalité initiale du bâtiment. Et à partir du moment où on change cette fonctionnalité initiale, on crée des pathologies qui n'existaient pas avant dans ce bâtiment. Donc l'entreprise, l'artisan que nous formons, l'entreprise qui va être appelée sur ce chantier, va se retrouver face à des problématiques qui ne sont pas du tout évidentes, y compris l'architecte qui va lui faire son projet, va se retrouver face à des problématiques qui ne sont pas du tout évidentes à gérer. Dans certains cas, on ne peut pas, il faut être honnête. Il y a certains bâtiments qu'on ne peut pas totalement changer de fonctionnalité. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai vu une cave qu'on a aménagée en salle d'archives. Le papier, il va craindre l'humidité. Donc voilà. Donc il faut faire autre chose. Mais voilà, c'est surtout une évolution de la formation qui est due aux exigences de confort au niveau de la modernité. Et puis, ce qu'on sent aussi au niveau de l'évolution de la formation, nous, sur le terrain, c'est l'influence des matériaux qui sont produits à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on a une quantité de matériaux, de systèmes constructifs qui sont produits à l'échelle mondiale et qu'on veut absolument intégrer dans le patrimoine bâti. Et lorsque, dans une formation, on nous pose ces questions sur cette intégration, nous, on est très catégorique, on a beaucoup de prudence là-dessus, mais il faut faire très attention. N'oublions pas que
tous les matériaux étaient produits pour le patrimoine bâti à l'échelle locale. C'était dans un rayon de 100 ou 150 km. On était géosourcé, justement, voilà. Précurseur, justement, de la construction voilà. durable. On redécouvre. Voilà. Voilà. Et donc, ça, il faut l'avoir en tête. Donc, là aussi, c'est une évolution de la formation. On peut parler des bétons de chanvre, par exemple. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très pratique. C'est quelque chose, maintenant, on a suffisamment de retours d'expérience. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans les bâtiments en pan de bois, par exemple. Ça fonctionne très bien. Donc, il y a une évolution qui est permanente et ça va très vite. Mais il faut freiner. C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que l'entreprise, l'architecte, a une contrainte, c'est son client. Il y a des délais. Et sur le patrimoine bâti, ces délais, il faut essayer de les tenir. Alors ça, dans l'évolution de la formation, nous, professionnels, bien sûr, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en 5 minutes. Et la finition d'un enduit à la chaux, ça ne se fait pas en 3 minutes. Tirer une modénature au plâtre chaud, ça ne se fait pas en 3 minutes. Il y a tout un travail préparatoire. Et là, c'est une lutte contre le temps. Donc ça fait partie aussi de l'évolution de la formation, d'essayer de rejalonner un petit peu ce temps pour les entreprises, pour les architectes. Je pense qu'il y a un grand travail de communication à faire, un grand travail de mutualisation à faire entre nos différents organismes. Ça me paraît fondamental parce que il faut qu'on redonne du temps aux architectes et aux entreprises pour faire de la belle ouvrage. Oui, si vous permettez, je voudrais rajouter un mot parce que vous évoquez un patrimoine. À Chaillot, on est face à 2 types de patrimoine, curieusement, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a le patrimoine traditionnel, celui qui s'est construit, dont vous parlez, avec la chaux, la pierre, etc. Et puis après, il y a le patrimoine 20e, où on tombe dans autre chose. Et nous, à Chaillot, on est face à une nouvelle attitude en doctrine, par exemple. Vous avez des châssis aluminium qui ont été produits en série, et aujourd'hui, il faut les changer dans du patrimoine 20e, fin 20e. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un unicum, on reproduit quelque chose qui n'existe plus. Il y a une véritable attitude aujourd'hui pour la doctrine, qui se fait d'ailleurs en liaison avec les entreprises et les artisans, de façon à dire, bah oui, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si la fenêtre qui était destinée à être une fenêtre courante et qui coûtait relativement peu cher, aujourd'hui coûte une fortune, et qu'il faut la reproduire à plusieurs exemplaires, est-ce qu'on n'est pas en train de détourner l'idée même qui a produit le bâtiment du 20e? Donc voilà, Chaillot aujourd'hui est dans Chaillot, et puis bien entendu tous nos partenaires, on est dans cette attitude où il faut intégrer cette dimension. On n'est plus simplement sur des matériaux dits traditionnels, mais sur d'autres matériaux qui sont apparus au XXe siècle et qui nous posent des questions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas passéiste, hein, mais par exemple, on travaille sur les carreaux ciment, les carreaux décoratifs ciment, qui fonctionnent très bien dans le bâtiment ancien parce que la technique de pose permet qu'ils s'intègrent dans le bâtiment ancien. Et puis, dans certains cas, on est content de trouver aussi le béton armé pour sauver des bâtiments, pour faire des injections au sous-sol, notamment, lorsqu'on a des problèmes d'ordre géotechnique. Donc, voilà. Donc, mais il faut, je pense, retrouver ce temps de dire avant de bien comprendre, avant de faire intervenir ces matériaux-là. Et puis le patrimoine de demain aussi, on s'en occupe un peu. On a toute l'architecture militaire, ne l'oublions pas, toutes les fortifications, tous les ouvrages en béton armé. Bon, maintenant, on sait réparer le béton armé, mais le béton, c'est moderne, c'est récent. On ne savait pas, il y a une trentaine d'années, on était dans l'impasse. Hein. Maintenant, on sait le réparer. Donc, c'est l'évolution. Voilà. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des monuments historiques, et du patrimoine d'ailleurs, on vient de mettre en place 2 qualifications. La première, donc le qualibat restauration des bétons sur le patrimoine ancien, et la deuxième, la restauration des bétons sur les monuments historiques. Et donc aujourd'hui, justement, sur les entreprises qui travaillent dans le domaine du patrimoine, on développe cette compétence-là. On vient de passer le cap, j'en discutais avec le LRMH il n'y a pas très longtemps, on vient de passer le cap puisqu'on est à plus de 1000 bâtiments en béton qui sont classés monuments historiques aujourd'hui. Il y en avait 850, je crois, l'année dernière, on en avait discuté, donc ça va vite.
Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de bâtir les monuments de demain, enfin j'espère en tout cas, les monuments historiques de demain. Donc le patrimoine, les monuments historiques, c'est ce que vous disiez, on n'est pas dans le passé, on est en permanence effectivement dans le suivi de l'histoire. Et quitte à avoir des bâtiments et à faire évoluer aussi les bâtiments dans le temps par rapport à leur fonctionnalité aussi quand on peut. Donc voilà. D'où l'intérêt de se former perpétuellement. Tout à fait. Oui, on s'intéresse aussi à l'architecture industrielle. Hein. Donc automatiquement, le patrimoine industriel fait partie de notre environnement. Et le patrimoine industriel, c'est quelque chose que je pense on peut réhabiliter assez facilement. Mais on ne le fait pas assez souvent. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de travailler à Troyes, donc la ville de Troyes, où j'enseignais à l'Institut universitaire des métiers du patrimoine. Et là, les anciennes filatures ont pu être transformées en logements, bien sûr, avec tout un groupe de personnes qui s'intéressaient de très près à l'architecture métallique. N'oubliez pas aussi les métaux. Cette évolution, elle est permanente, elle est quasi permanente. Là-dessus, on ne manque pas de travail, on manque de main-d'œuvre, il faut le dire. Oui, ça, on sûr, manque de main-d'œuvre. C'est le plein emploi, hein. On cherche des personnes. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Ça amène finalement, la formation amène plein de questions de doctrine aussi, de matériaux innovants, de patrimoine 20e. Je vous remercie tous les trois pour votre participation. Merci. Et j'aurai le plaisir de retrouver d'autres invités sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets liés au patrimoine. À bientôt.